6. Éthiopie, Taitu Betul, chef de guerre. Il faut rappeler qu'Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie et siège de l'Union africaine, a été fondée par une femme, Taitu Betul. La même qui avait joué un rôle fondamental dans la victoire éthiopienne face à l'invasion italienne, en 1896. Avant-dernière impératrice d'Éthiopie, Taitu Betul est célèbre pour son intelligence, son intransigeance et sa résistance envers les projets impérialistes étrangers. Issue d'une famille aristocrate, elle sait lire et écrire la langue amharique, une aptitude rare pour une femme à cette époque. En 1889, son époux, Ménélik II, roi du Shoa, accède au pouvoir avec le statut de roi des rois, en clair, empereur. Devenue impératrice, Taitu Betul s'implique activement dans la vie politique éthiopienne et attire l'attention de son mari, Ménélik II, sur les ambitions impérialistes italiennes. Ils abrogent ainsi le traité de Uchal de 1889, censé garantir la paix entre les deux pays, tout en plaçant l'Éthiopie sous souveraineté italienne. Une servitude inacceptable pour cette fervente nationaliste. Taitu Betul écrit à l'ambassadeur d'Italie en 1890 que l'Éthiopie ne sera jamais un protectorat italien. Taitu Betul, chef de guerre. Des opérations militaires nécessitant près de 100 000 soldats sont lancées pour repousser l'envahisseur italien. Lors de la célèbre bataille d'Adwa en 1896, elle conçoit un plan qui offrira la victoire à l'armée éthiopienne. Cette victoire éthiopienne marque un tournant et envoie un message clair aux puissances impérialistes. Un État africain peut se soulever et battre une armée occidentale. Sous l'impulsion de l'impératrice, Addis Abeba, littéralement nouvelle fleur en amharique, devient le nouveau centre économique et politique du pays. Un chemin de fer est créé pour faciliter le commerce, développant également les transports et les moyens de communication. Un des apports importants de ce règne est l'unification des différentes régions autour d'un même ensemble politique. Malheureusement, cette uniformisation progressive sera controversée. Certains historiens accusent le couple impérial d'avoir maltraité ou délaissé une partie de la population vivant dans les régions rurales. Ils ont su entretenir un véritable mythe autour de leur image, si bien qu'il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Mais qu'importe! Une chose est sûre, l'Éthiopie est le premier pays africain à avoir vaincu une armée coloniale européenne. Cette victoire fut un exploit retentissant dans un continent en proie à l'impérialisme européen, qui reste aujourd'hui encore un symbole universel de la résistance africaine à l'envahisseur colonial. Grâce au rôle déterminant qu'elle eut à jouer à cette époque, Taitu Betul continue d'être acclamée comme la lumière de l'Éthiopie. Cette Nigeria, Familayo Ransom Kuti, mère des droits des femmes, figure majeure de la lutte anticolonialiste et du militantisme féminin au Nigeria. Familayo Ransom Kuti a livré un combat exemplaire pour l'émancipation et l'autodétermination des femmes sur le continent. Elle est la mère de l'illustre musicien, Fela Kuti. Elle abandonne son nom anglais, Frances Abigail, pour celui de Familayo, qui signifie « Donne-moi du bonheur » en Yoruba. Dans ce pays de tradition matrilinéaire, à Abokuta, ville de naissance de Familayo, 1900, l'écrasante majorité des femmes sont des commerçantes. Elles ont toujours tenu un rôle actif dans l'organisation économique et politique de la société, notamment dans le domaine de la tarification des prix des marchandises. La guerre des femmes de 1929 contre l'imposition directe des autorités coloniales dans le sud-est du pays témoigne de l'attachement à cette tradition. L'alphabétisation comme arme de combat de Familayo pour les droits des femmes débute en 1923, avec la création de l'Abokuta Ladies Club destiné en premier lieu à l'apprentissage de travaux manuels et à des actions de charité. Consciente du caractère élitiste du club et des injustices coloniales qui touchent les commerçantes, le mouvement impulsé par Familayo s'élargit progressivement pour y accueillir des femmes de toutes les origines sociales. Enseignante, elle fait de l'alphabétisation une priorité, et une arme pour la mobilisation. Ainsi en 1949, l'Abokuta Ladies Club devient l'Abokuta Women Union et rassemble les femmes au-delà des frontières linguistiques et culturelles. Le Yoruba devient la principale langue de communication et le port des tenues traditionnelles, plutôt qu'européennes, une condition nécessaire. Quand les femmes s'unissent, si elle s'est construite à partir de problématiques locales, l'association devient progressivement un modèle d'organisation à l'échelle nationale et rassemble 20 000 femmes de régions différentes, Calabar, Aba, Bénin, Lagos, Ibadan, Enugu, et même Kano. S'élevant contre les impositions directes,
la corruption du système juridique colonial et la brutalité des réquisitions menées par les autorités, l'Union des femmes organise des cortèges revendicatifs dans les rues d'Abeokuta. Pas d'imposition sans représentation. Chantait-elle en chœur marchant vers le palais de Lalak, roi Yoruba à la solde des colonisateurs. En avril 1948, elles obtiennent la suspension de la taxe imposée aux femmes et une amélioration provisoire de leur représentation politique. Le 3 janvier 1949, Lalak abdique sous la pression. Militante engagée pour l'indépendance du Nigeria au-delà de son combat pour les femmes, Familayo a également lutté pour l'indépendance de son pays. Alors que la colonisation tend à accentuer les divisions identitaires, elle proteste contre la Constitution Richard de 1946, dont l'objectif était de diviser le pays en 3 régions indépendantes. Elle participe également à la conférence institutionnelle de Londres pour l'accession du Nigeria à l'indépendance en 1953. Sa proximité avec la Fédération démocratique internationale des femmes d'influence communiste, ainsi que ses nombreux voyages à Moscou et à Pékin, lui vaudront de se faire confisquer son passeport. En 1970, elle reçoit le prix Lénine pour la paix. Son mari, comme ses enfants, joue des rôles importants dans l'éducation, la santé, la politique et même la musique. C'est d'ailleurs pour affaiblir son fils, le célèbre musicien et opposant au régime nigérian, Fela Kuti, que des militaires la jetèrent par la fenêtre de sa résidence de Lagos, le 18 février 1977. Elle décédera des suites de ses blessures. 8. Guinée, Mbalia Camara, 1929, 18 février 1955. Militante politique au sein du RDA, le parti pro-indépendance de Sékou Touré, Mbalia Camara dirige le comité local des femmes de ce parti dans la ville de Tondon, dans le nord-est du pays. Membre très actif de la contestation contre le délégué colonial local, le chef Almami David Silla. Après une altercation, ce dernier attaque Mbalia Camara le 9 février 1955 et la blesse gravement avec son épée alors qu'elle était enceinte. Elle accouche d'un enfant mort-né le 11 février avant de mourir elle-même une semaine plus tard. Cette mort tragique suscite une vague d'émotions dans le pays et 10 000 personnes assistent à son enterrement. Son décès renforce le mouvement en faveur de l'indépendance du pays. 9. Niger, Saraounia Mangou, 19e siècle. Saraounia signifie « reine » en langue Haoussa. Elle a été chef politique et religieuse président depuis Lougou, la capitale aux destinées du royaume Azna, dans le sud-ouest du Niger. En 1899, elle organise la résistance contre la colonne d'exploration Voulais-Chanoine, réputée l'une des missions les plus meurtrières de la colonisation française en Afrique de l'Ouest. La mission Afrique centrale, créée en 1898 et dirigée par les capitaines Paul Voulet et Julien Chanoine, partis de Saint-Louis du Sénégal, devait rejoindre le Tchad. Sur son passage, la mission pille et détruit de nombreux villages dans les régions traversées. Mais à Lougou, il rencontre l'opposition des soldats de la Saraounia Mangou. Dès qu'elle eut quitté Matankari, la mission se heurta à l'hostilité des villages de Lougou et Tongana, situés à une vingtaine de kilomètres au nord-est de cette ville. Leur résistance acharnée coûta à la mission 7000 cartouches, 4 tués et 6 blessés, témoignent les archives de la colonne Voulais-Chanoine. 10 Sénégal, Aline Sitoé Diatta, 1920 à 1944. Originaire de la Basse-Casamance, Aline Sitoé Diatta fut l'une des premières résistantes contre la domination française. Orpheline très jeune, elle a été élevée par son oncle paternel. Quand celui-ci est mort à son tour, elle est partie vivre à Ziguinchor où elle a travaillé comme docker puis à Dakar où elle trouva du travail comme domestique chez un colon. Un jour de 1941, elle entend une voix lui dire d'entrer en résistance contre les colons pour sauver le Sénégal et de retourner en Casamance sous peine de connaître un malheur. Elle choisit tout d'abord d'ignorer cette voix et devient paralysée 4 jours plus tard. Ce n'est qu'une fois de retour en Casamance, en 1942, que la paralysie disparaît même si elle garde en séquelles un léger boitillement. À cette époque, la France est pleinement engagée dans la Deuxième Guerre mondiale et demande à ses colonies de contribuer à l'effort de guerre de la métropole. Les autorités françaises au Sénégal ponctionnent la moitié des récoltes de riz de Casamance. Révoltée par cet état de fait, Aline Sitoé Diatta dissuade les habitants de sa région de participer à l'effort de guerre et les pousse à refuser l'enrôlement dans l'armée française. On prête également à celle qui était surnommée « la femme qui était plus qu'un homme » des pouvoirs de guérison et de nombreuses personnes se déplacent pour la voir en pèlerinage afin d'obtenir un miracle.
ce pouvoir spirituel lui confère également une forte autorité sur la population. Craignant de possibles troubles dans cette région de Casamance traditionnellement réfractaire au pouvoir colonial, les autorités françaises arrêtent Aline Sitoé Diatta le 8 mai 1943. Elle est ensuite transférée de prison en prison, au Sénégal, en Gambie puis à Tombouctou au Mali où elle décède finalement du scorbut en mai 1944. 11 Algérie, Fatmane Soumer, 1830 à 1863. Femme éduquée née dans une famille de lettrés, en Algérie. Elle rejoint la résistance berbère, en l'occurrence kabyle, à l'âge de 20 ans. Prophétesse et stratège, elle est très respectée parmi les combattants. En 1854, elle succède au chef de la résistance Chérif Boubagla. En 1854, elle remporte sa première victoire face aux forces françaises, composées de 13 000 hommes, dirigées par les généraux Mac Mahon et Messia, lors de la bataille dite du Haut-Sébaou en Kabylie. Les forces françaises sont alors contraintes de se retirer. En 1957, les armées du maréchal Randon réussissent à occuper la région des Aïtiraten, bastion de la résistance kabyle, lors de la bataille d'Ishriden. Selon les historiens, les combats étaient féroces et les pertes françaises considérables. Le 11 juillet 1957, Fatmane Soumer est arrêtée par le général Joseph Ventini, alias Youssouf. Emprisonnée, elle meurt en 1863, à l'âge de 33 ans. 12 Tunisie, Radia Haddad. À Tunis, non loin de la célèbre avenue Habib Bourguiba, une rue se distingue des autres. En août 2012, elle est devenue la première, et la seule depuis, à porter le nom d'une femme dans la capitale, celui de Radia Haddad. Membre du Néo-Destour puis du Parti socialiste destourien, appellation successive de l'ancien parti unique fondé par Habib Bourguiba, entre 1952 et 1972, mais aussi présidente de l'Union des femmes tunisiennes, UNFT, depuis sa création jusqu'en 1972, elle est l'une des premières femmes tunisiennes à avoir marqué le paysage politique après l'indépendance. Radia Haddad réalise à juste titre l'opportunité rêvée pour les droits des femmes que constituait le Code du statut personnel, CSP, du 13 août 1956. C'est dans ce contexte que Radia Haddad devient l'une des premières femmes parlementaires en Afrique et dans le monde arabe, en siégeant comme députée de la circonscription de Tunis entre 1959 et 1974.